La femme qui rit, roman de Brigitte Pilote, édition du Seuil, 2020, chapitre 4, lu par Geneviève Rioux. Le veuf a cru qu'elle aimerait prendre soin d'un intérieur, avant de se rendre compte qu'elle ne craignait pas la crasse plus qu'un homme. Le savon et la brosse à plancher resteraient là où on les avait oubliés. Sa cuisine n'aurait jamais la saveur de celle de sa femme, qui braisait les choux après les avoir piqués avec de l'ail, se rappelait-il, de sorte qu'il ne vous déplaisait jamais d'en manger. Ceux que mettait la servante dans leurs assiettes avaient bouilli si longtemps que leur cœur gorgé d'eau suintait sur la viande. Le soir où Florian laissa échapper « Fadasse », après 2 bouchées, elle ne fit ni une ni deux, et lui retira son assiette. En maugréant qu'une bête valait 100 fois mieux qu'un homme, elle la posa devant la chienne, qui n'avait jamais vu autant de viande autour d'un os. Le veuf savait qu'il ne faudrait pas trop tarder à lui montrer qui commandait. Mais il retenait son coup de semonce. Elle ne serait jamais Alma, et s'il voulait qu'elle reste, il devait s'efforcer de la voir avec des yeux neufs. Il pourrait toujours gober des œufs pour tromper leur faim. Elle avait l'air de se faire à leur manière d'homme, retranchée dans cette vie simple, souvent morne, admettait Émile Sevère, en songeant aux longues soirées d'hiver qu'il a passées seul avec son fils pendant toutes ces années, à écouter la radio, les mains occupées à rouler des cigarettes. L'étrangère a crevé leur solitude comme un abcès. C'était une chance d'être tombé sur une fille presque muette, pensait le veuf. Entre les murs de la vieille maison résonnaient les éructations de toutes sortes, les toux qui n'en finissaient pas, le son mat des jets d'urine heurtant les pots de chambre, et les râles pour un oui ou pour un non que les membres d'une même famille ne prenaient plus la peine de retenir. Les jacasseries d'une femme dans cette promiscuité, il n'aurait pas pu les endurer. Elle aimait travailler dehors, et il eut envie de faire renaître pour elle le potager d'Alma. Si elle se blessait ou s'épuisait à la tâche, si elle devait renoncer un jour à travailler dur comme un homme, elle pourrait entretenir ce lopin. De ses années de mariage, Émile Sevère a appris qu'une femme a besoin d'un endroit rien qu'à elle pour être heureuse. Florian regimba, puis il alla chercher le cours d'eau, l'aida à délimiter la surface et à labourer la terre, laissée à l'abandon. Le veuf s'attendait à ce qu'elle dise merci, avec cette manière charmante qu'elle avait de rouler les R au lieu de les grasseiller. Il espéra ensuite un sourire. La servante desserrait si peu souvent les lèvres que jusqu'à ce qu'il puisse bien voir ses dents, il avait cru qu'elles étaient gâtées ou vilaines, au point qu'elle préférait les cacher. Les gencives y empiétaient un peu trop, mais ses dents étaient saines et alignées. Cette figure aussi opaque qu'un masque, devait-il cesser de s'en préoccuper ou se dépêcher de la décrypter sous peine de le regretter un jour? Mais savait-on jamais toute la vérité sur une femme, se questionnait Émile Sevère, doutant qu'Alma était aussi souriante que dans son souvenir et sur les quelques photographies qu'il possédait d'elle. La servante ne faisait pas de courbettes. Il chercha ailleurs les marques du respect ancillaire et les trouva dans le souci qu'elle avait de ne pas agiter devant leurs yeux ses attributs de belle-fille, dans l'ardeur qu'elle mettait à marcher dans leurs pas sur la terre des Sevères, empoignant vigoureusement sa faux ou sa fourche, avec autant de volonté qu'eux. Elle était douce avec les vaches et s'acquittait seule de la traite du soir. Le veuf avait plus de temps qu'il n'en avait jamais eu pour se perdre dans ses pensées. Il consentait à plonger en lui-même sans savoir s'il parviendrait à extraire les pépites de leur gang. Il se surprenait à sentir naître en lui des désirs aussi impérieux que des rêves de jeunesse. C'était dans ce sentiment d'urgence, découvrait-il, que le début et la fin de la vie se rejoignaient. Le veuf est trop fatigué pour aller aux champignons. Florian semble trouver normal que ce soit la servante qui l'accompagne désormais, comme s'il s'agissait d'une corvée dont le père était content de se débarrasser. Sa musette en bandoulière, Florian attrape son bâton de marche et appelle la chienne, tandis qu'elle prend un panier pour apporter des plantes sauvages. Le veuf ne voit pas d'un bon œil qu'elle prête autant de vertu aux plantes, mais s'abstient de la critiquer. Sauge vient du mot latin salvare, qui veut dire sauver, lui a-t-elle dit un jour.
La façon dont elle l'a regardé lui a déplu, illuminé. Il doute fort qu'elle puisse le sauver de quoi que ce soit. Il accepte cependant de changer des habitudes anciennes. Il fume moins et a renoncé au café, qu'elle juge mauvais pour la santé. Pourtant, le café lui procurait un bienfait irremplaçable, constate-t-il maintenant qu'il en est privé, en lui donnant ce coup de fouet matinal qui faisait taire les « à quoi bon » qui le taraudaient dès le réveil, avec une insistance qui avait cru au fil des années. Il avale donc ses tisanes amères. Il convient que la jeune femme fait elle aussi des efforts. Elle donne des graines de lin aux poules. Il ignore où elle a pêché cette idée, mais le fait est que les œufs sont meilleurs. Elle a dominé sa peur de la chienne et ne tente plus de l'éviter, s'aventure même à lui caresser la tête. Le veuf les regarde marcher vers la forêt. De là où il se trouve, la robe de la servante paraît blanche. Mais c'est le soleil qui l'aveugle. Elle n'a pas soudainement changé de couleur. Le sentier est abrupt. Florian avance en traînant la jambe. Lorsqu'il perd l'équilibre et manque de tomber, la servante ne fait pas un mouvement vers lui. Tout au plus se raidit-elle un peu, portant la main à son foulard pour le retenir, comme si c'était l'œuvre du vent qui s'en prendrait aussi à elle. Ces petits gestes pourraient passer inaperçus, mais en évitant d'avoir l'air de l'épier, le veuf observe comment elle se comporte avec son fils. Bien qu'encore à portée de voix, il s'abstient d'intervenir pour la sommer de ralentir. Toute sa vie, il a commandé aux hommes comme aux bêtes. Il sait faire cela à la perfection, décocher quelques mots secs qui atteignent immanquablement leur cible. Avec cette femme, son instinct lui dicte d'agir autrement. Une femme du pays aurait montré plus d'égard au jeune maître. Elle aurait également eu ces mots de pitié que tous adressaient à Florian depuis l'enfance. Le seul sentiment que les gens d'ici semblaient capables de ressentir pour son fils, peste le veuf. La pitié qui englue dans une même méfiance poisseuse ceux qui l'éprouvent et ceux qui l'inspirent. C'était l'infirmité de son fils, ce lourd tribut payé par les Sevères, qui avait fait mourir Alma de chagrin, il en était convaincu, qui avait en quelque sorte sauvé les autres familles. Dans cette campagne reculée, aucun autre enfant que Florian n'avait jamais été sérieusement malade ou blessé, en plus de 2 décennies. Il les observait, les jeunes hommes du village, surtout les journaliers qui leur prêtaient main forte à la ferme. Insolents jusqu'à dans leur façon de se vêtir, préférant les ceinturons aux bretelles portées par leur père qui faisait vieux, arguait-il, allant nu-tête par tous les temps, montrant leurs cheveux noirs et fournis. Ils se pavanaient, comme si c'était un exploit d'avoir un corps beau et solide à 20 ans. Et l'expression du visage de Florian, quand il regardait ces garçons à la dérobée, irritait Émile Sevère, autant qu'il l'attristait. Il y décelait une pointe d'envie, reconnaissait là quelqu'un qui n'avait pas le cran de rester au-dessus de la mêlée. Qu'avait-il besoin d'eux? Le veuf avait l'impression d'avoir manqué à ses devoirs de père, échoué à élever Florian en homme libre de toute attache, fût-elle celle de la camaraderie. Pour ces jeunes du village, son fils avait en quelque sorte servi de bouclier humain. Émile Sevère n'en démordrait jamais, même s'il savait qu'il aurait bien du mal à expliquer, de manière rationnelle, ce qu'il menait à cette conclusion sans appel. Et ceux qui, grâce à son fils, ignoraient ce que vivre dans un corps ingrat et douloureux signifiait, n'avaient pas la décence de lui témoigner en retour la moindre considération. Au fil des semaines, il en était venu à comprendre que le comportement de la servante, qui pouvait passer pour de l'indifférence, s'apparentait plutôt à une bienveillance presque fraternelle, comme si elle connaissait Florian depuis toujours et ne doutait plus qu'il saurait se tirer d'affaire. Elle ne semblait pas voir son infirmité. En fait, elle accordait à Florian aussi peu d'attention qu'aux journaliers ou aux autres hommes qu'elle croisait au village. Lorsqu'un jour il tenterait de démêler les chevaux de fibres sales et mal cardées que seraient devenus ses sentiments pour elle, le veuf se souviendrait qu'il l'avait accueilli comme un cadeau, l'attitude franche et désintéressée de la servante, au cours de l'année suivant son arrivée à la ferme. Le veuf les perd de vue.
Les journées raccourcissent, ils ne s'attarderont pas dans la forêt. Avant leur retour, il dispose d'une petite heure, pendant laquelle il pourra cesser de prétendre que tout va bien et se tordre enfin de douleur. Il rejoint une souche, s'y assied. Perché sur le muret, une corneille le toise. Il a maigri au cours de l'été, mais heureusement, personne ne s'en est rendu compte. On entrerait bientôt dans l'hiver, et les vêtements de laine dissimuleraient ce corps qui avait amorcé son effacement. Ses mains, elles, resteraient pareilles jusqu'à la fin, dures et plates comme des truelles. Au début de l'année, lorsqu'il a appris que ses jours étaient comptés, le veuf a joint les mains en fermant les yeux, bien qu'il n'ait plus la foi et ne prie plus depuis fort longtemps. Après le décès d'Alma, fâché avec Dieu, il avait décroché le crucifix, dont l'empreinte était restée sur le mur qu'il ne s'était pas donné la peine de rechauler. Il ne se rappelle plus où il l'a rangé, l'a peut-être jeté au feu. Ce jour-là, il a remercié Dieu, car l'annonce de sa mort prochaine, alors que Florian était adulte, et saurait très bien se passer de lui, était une telle délivrance que c'était par ce geste de paysan élevé dans la religion qu'il avait manifesté sa gratitude que fût exaucé son vœu le plus cher, son fils lui survivrait. Et sentant la pression relâchée, il réalisa que la peur de voir la mort de nouveau rôder autour de Florian ne l'avait jamais quitté. Émile se verre sans son énergie s'épuiser. Il doit se concentrer sur l'essentiel. Seuls 2 sentiments ont encore l'importance à ses yeux. Il les voit comme 2 vieux tubes de peinture qui ont beaucoup servi et avec lesquels il faut ruser afin d'en extraire la couleur. Le rouge, sombre et huileux comme du sang, représente sa rancœur de longue date à l'égard des gens du village. Le bleu, l'amour profond qu'il éprouve pour son fils et qu'il cherche à exprimer de la meilleure façon avant de mourir. Il n'est pas question de grandes effusions de tendresse. Il n'a aucune prédisposition pour cela. Le veuf ne souhaite plus rien pour lui-même. Il se voit comme le vieux maître de cérémonie qui prépare l'entrée en scène de son fils. Pour les bêtes et les champs, Florian pourrait se débrouiller sans lui, avec l'aide des journaliers. Mais le veuf s'était tourmenté à propos de la maison. Pendant toutes ces années, les 2 hommes n'avaient pas prêté attention au lieu encombré et malpropre dans lequel ils vivaient. Pas plus qu'ils n'avaient remarqué le contraste qu'offrait la longère avec les dépendances, entretenues avec un soin maniaque. Il n'était peut-être pas trop tard, pensait-il. Cette maison de famille pourrait redevenir ce qu'elle était du vivant d'Alma. Dès lors, l'idée d'engager une servante ne l'avait plus lâché. Mais depuis le début, une chose était claire dans son esprit, il ne voulait pas d'une femme du pays. La servante vit sous son toit à présent, et il se doute bien que tous, son fils y compris, se méprennent sur ses véritables intentions. Il n'en a cure. La corneille quitte le muret. Le veuf a bon espoir que ses crampes cesseront et qu'il pourra partager avec eux la poêlée de cèpe que la servante fera sauter dans la graisse d'oie à leur retour. Malgré ses maux de ventre, l'évocation du fumet le fait saliver. Les récoltes sont terminées. Les journaliers ne mangent plus à leur table. Le veuf savoure les moments où ils se retrouvent tous les 3. Après le souper, il a l'habitude de fumer avec Florian sur le banc des hommes, tandis que la femme fait la vaisselle. Leur parviennent alors de la cuisine le tintement des assiettes dans l'eau chaude, les petits gémissements qu'elle émet en essorant son chiffon. Le veuf se félicite que soit revenue dans sa maison cette musique agréable, dont il réalise combien elle lui a manqué. La nature offre des remèdes à tous les maux. L'angélique stimule la digestion, l'ortie requinque comme par miracle, la savoyane guérit les aphtes gros comme l'ongle du pouce. Elle sait qu'elle peut soigner les gens avec ses plantes des bois, qu'elle veut transplanter dans son jardin. Le fils est le moins affable des 2 hommes. Elle l'entend souvent jurer et l'a même vu rudoyer les vaches, comme s'il voulait leur rappeler que son père n'était pas le seul maître du domaine. Mais dans cet écrin de verdure et d'écorce, ses traits s'adoucissent, sa voix s'amollit. Ici, s'étonne la servante,
il a beaucoup plus à donner que des ordres ou de brèves réponses d'usage. Est-ce qu'elle sait que les vieux arbres font de l'ombre aux plus jeunes, les privant intentionnellement de lumière, afin qu'ils grandissent lentement et soient plus résistants une fois à maturité? De temps à autre, il s'accroupit sur la mousse, s'aidant de son bâton. Il ramasse une poignée de glands et lui explique ce qu'est une année de grande fainée. Les sangliers s'en mettront plein la panse. Les laits pourront nourrir leur portée. Mais quand les petits auront grandi, la nourriture de la forêt ne suffira plus et ils s'approcheront des fermes, comme les renards. Ce sera à nous autres de mieux surveiller notre basse-cour. Même si cela lui vaut d'être raillé par les hommes du village, Florian vénère les bêtes sauvages, qui doivent conquérir chaque jour le droit d'exister. Les Sevères ont un fusil dans le fenil, mais ne s'en servent jamais. Florian ne s'en prendrait pas même aux loups, dont tout le monde veut la peau. Certains jurent en avoir aperçu. Ils auraient dû rester en Italie, où on ne les traque pas comme ici. Il raconte comment une louve a sauvé Romulus et Rémus en les allaitant comme ses petits. Parfois, les mythes influencent le comportement des hommes. Si c'est vrai que le loup est revenu, il compte bien prendre sa défense, en brandissant une pancarte s'il le faut. Moi, je pense pas comme les gens d'ici. Qu'est-ce que j'aurais à perdre de me les mettre à dos, vu qu'ils me méprisent déjà? Oh non, je me gênerai pas. Il a une quinte de rire qu'il s'empresse d'étouffer dans le creux de sa main. Pendant l'entracte sanglant de la chasse, le rideau tombe sur la forêt pour les Sevères. Ils restent à la ferme, d'où ils entendent les coups de fusil, les cerfs mis à mort, les vagissements des lièvres qui agonisent dans les pièges.